les 19h. Yarana, je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi soir. Belle et heureuse année. Je souhaite que la lumière guide chacun de vos pas, que vous puissiez donner vie à vos rêves et surtout que la santé soit votre pain quotidien. Voici les titres de ce 8 janvier. L'OPH désigné pour venir en aide aux sinistrés de Mahaena après les inondations du 5 décembre dernier. L'office a été choisi par le pays pour répondre à l'urgence, mais aucun calendrier n'est encore établi à ce jour. Déclarer son médecin traitant est toujours obligatoire aux yeux de la CPS. Si les pénalités n'existent plus, dans le cas contraire, la formalité administrative reste de rigueur. Les explications dans un instant. 20 mois après sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne n'est plus première ministre. La chef du gouvernement a remis sa démission au président de la République qui l'a acceptée ce lundi. On en parle avec le délégué fonctionnel aux Outre-mer du parti Renaissance, Teva Roufrich, le sénateur de la Polynésie, est notre invité. Avec lui, nous parlerons également de politique locale et d'économie. À 200 jours du lancement des Jeux Olympiques Paris 2024, les coups de tractopelle s'activent à Tiahupo maintenant que les esprits sont plus apaisés. Le point sur les travaux en cours dans ce journal. De fortes pluies ont encore provoqué des inondations ce week-end, notamment à Hitia et Papeari. Il y a un mois, c'est Mahaena qui avait particulièrement souffert. Le réseau d'eau avait été détérioré, une passerelle emportée et des maisons inondées, comme celle de Meimiti Matarere, cette mère de 2 enfants qui espère obtenir une aide en matériaux. Mes Pinex sont en piteux état. J'aimerais les remplacer pour faire de nouvelles cloisons, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui, la mairie a répertorié 44 sinistrés dans la commune. Les détails avec Sibel Pichard et Heidi Enko. Difficile d'imaginer qu'il y a un mois, cette paisible rivière était en furie. Pour la première fois, l'eau est montée jusqu'au logement de Maimiti. Sa fille Candy en est encore toute retournée. Ah, c'était arrivé jusqu'à là, ici. Bon. C'était déjà arrivé? Non, c'est la première fois que ça arrive comme ça. J'ai plutôt sauvé côté électrique, comme les fils, comme j'ai plein de fils qui traînent vers le bas. Du coup, j'ai tout relevé. Et mon freezer, j'ai dû aller chez mon mari pour venir m'aider à porter mon freezer, comme j'ai de la nourriture dedans. Pour obtenir une aide en matériaux du pays, pas le choix. Il faut passer par la phase administrative. Ce n'est pas la première fois que Maimiti constitue un dossier. Elle commence à maîtriser l'exercice. C'est tous mes Pinex que j'avais déjà achetés, mais sans piteux état. Je voudrais bien les remplacer pour faire encore des... comme ça là. Hein. Des cloisons? Oui. C'est juste le plus long, ça sera pour la DAF. Il faut attendre un mois. Mais après, les autres papiers, quand on a tout, ça y est. Et ça va, vous n'êtes pas en zone rouge? Si, on est en zone rouge. Mais on nous donne quand même cette aide-là. La commune de Mahaena a répertorié au final 44 foyers sinistrés. Seule une famille de 7 personnes devrait bénéficier d'un faré au PH. Il faut dire que la maison avait été littéralement éventrée par la crue. La moitié de la maison est emportée par la rivière. Du coup, l'ATP est venu un peu consolider la berge. Et le service au PH sont passés. Et d'après le constat, ils pouvaient privilégier d'une maison au PH. Mais ce ne sera plus au bord de la rivière là? Non, plutôt vers la gauche là-bas. Dès le 11 décembre, Tahiti avait été déclaré en état de calamité naturelle. En matière de logement, l'OPH a été désigné pour attribuer les aides financées par le pays. L'Office polynésien de l'habitat avait estimé l'investissement à 700 millions de francs. Toutes les personnes recensées ne sont pas forcément éligibles ou ne vont pas forcément faire de demande de logement. Par conséquent, l'enveloppe qui a été communiquée va être encore définitivement fixée dans les semaines à venir. Sur les personnes qui ont été recensées au mois de décembre et sur la base des listes qui ont été communiquées par les communes par la suite, on est en train de chiffrer définitivement le budget que le pays devra prévoir. Depuis 4 jours, tous les habitants de Mahaena sont à nouveau alimentés en eau. Quant à la passerelle emportée par les eaux, les travaux sont en cours. Encore 3 mois de patience et la centaine d'habitants situés sur l'îlot Fa'aiti Ropu retrouveront un accès sécurisé. L'OPH qui tient à préciser que l'Office n'est pas en déficit de 4 milliards de francs. Une dette fournisseur existait, mais elle est aujourd'hui divisée par 2. La dette se résorbe, l'Office reconstitue sa trésorerie, les fournisseurs seront payés, assure l'OPH.
Souvenez-vous, à partir du 1er janvier 2021, il était obligatoire de déclarer son médecin traitant à la CPS sous peine de voir sa prise en charge diminuer. Face aux nombreuses incompréhensions et aux réticences, le pays avait finalement décidé d'annuler cette loi jusqu'au 31 décembre 2024. Alors que 85% de la population a déjà déclaré son médecin traitant, les 15% restants sont appelés à effectuer les démarches pour une meilleure lisibilité du parcours de soins. Les explications de Mélissa Chong et Patrick Sing Sing. Des feuilles de soins comme celle-ci, le docteur Beljoigny en remplit des dizaines par jour. Avec la réforme de 2021, ces patients devaient désigner un médecin traitant. S'ils consultaient un autre médecin, ils devaient payer 20% plus cher, une mesure qui visait à lutter contre le nomadisme médical. Très sincèrement, la majorité des patients vont chez leur médecin traitant. Il y a peu de nomadisme, ils vont pas à droite à gauche. Les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont déjà un dossier chez moi. Pas occasionnellement, c'est des personnes de passage, mais ça répond toujours à des contraintes géographiques. Au 1er janvier 2023, ce dispositif a été allégé. Au total, 238 000 personnes ont déjà déclaré un médecin traitant. Aujourd'hui, les patients sont remboursés à 70%, même s'ils n'ont pas consulté leur médecin habituel. L'obligation du médecin traitant est toujours en vigueur. Par contre, au niveau de la majoration du ticket modérateur, le législateur a décidé d'abroger cette partie-là. Auparavant, on appliquait une majoration de 20%. Donc le reste à charge à l'assurer lors du lancement du dispositif de médecin traitant. Et puis depuis un an déjà, il a été suspendu cette majoration et ça a été confirmé pour l'année 2024 que cette mesure soit complètement abrogée. En revanche, le patient doit toujours déclarer son médecin traitant auprès de la CPS. En effet, c'est dans son cabinet que débute le parcours de soins du patient, une étape obligatoire avant de se tourner vers des spécialistes. Quand tu iras voir ton médecin, tu seras remboursé comme d'habitude à 70% par la CPS et les médicaments seront pris également en charge à 70% par la CPS. Voilà, parce qu'ils auront écrit sur l'ordonnance MTT si c'est un médecin traitant. Si la saisie manuelle a montré quelques déconvenues, notamment pour les médecins référents qui ne cochaient pas la bonne case en consultation, la CPS songe désormais à un système automatisé. À ce jour, 85% de la population a déjà choisi et déclaré son médecin traitant. Les 15% restants ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour définir quel médecin suivra officiellement leur état de santé. Dans l'actualité nationale maintenant, Elisabeth Borne démissionne du gouvernement et n'est donc plus première ministre. Cette démission, qui n'est pas une surprise, intervient quelques semaines après l'adoption de la loi sur l'immigration qui avait fracturé le camp présidentiel. Deuxième femme ministre sous la Ve République qui n'aura jamais réussi à élargir une majorité trop étriquée. Le camp macroniste salue le courage et la détermination quand l'opposition fustige l'attitude de celle qui a usé 23 fois au 49.3. On en parle avec notre invité, Tevaro Fritche Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. Est-ce que vous aussi, vous saluez les bons et loyaux services d'Elisabeth Borne comme vos collègues du Parti Renaissance, ou vous retenez les dénonciations de l'opposition concernant le 49.3 ? Alors, si vous me permettez, je voudrais profiter de mon passage ce soir pour adresser aussi mes vœux à notre population. Leur souhaiter une bonne santé surtout, et puis beaucoup de bonheur à partager en famille, bien entendu. Elisabeth Borne a eu une tâche très difficile à relever. Et je crois que quel que soit le Premier ministre qui la remplacera, le sujet, il est avant tout qu'il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. Et tant que nous n'aurons pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, il y aura d'un côté peut-être 29 recours au 49.3, et de l'autre côté, on oublie de le dire, 29 motions de censure qui ont échoué. Mais c'est un peu inquiétant pour l'avenir quand on sait qu'il n'y a pas de majorité. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors moi, je suis partisan, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut retourner aux urnes et qu'il faut dissoudre cette Assemblée nationale. On me dirait, c'est facile, vous êtes sénateur, alors vous n'êtes pas concerné. Mais c'est pas ça, on ne peut pas continuer à diriger la France dans ces conditions, je le pense. Après, cette décision appartient au président de la République. Donc, Elisabeth Borne a été courageuse. Je regrette qu'elle n'ait pas pu venir en Polynésie française, mais à chaque fois que j'ai sollicité son écoute, elle a été présente. Alors justement, en parlant de majorité à l'Assemblée, vous avez émis le vœu, je vous cite, que la République, dans ses réflexions sur la Constitution, reconnaisse la place particulière que les peuples du Pacifique méritent de prendre aux côtés du peuple français. D'abord, cela sous-entend que vous souhaitez qu'il y ait une révision constitutionnelle pour la Polynésie ?
Elle a été annoncée, la révision constitutionnelle a été annoncée par le président Macron. Ce ne sera pas pour l'année prochaine. Mais en la consacrant à la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est l'occasion, parce qu'on ne fait pas des révisions constitutionnelles tous les ans, ni tous les mandats, c'est l'occasion que nous avons, et en tant que sénateur, je pousserai cette idée, de faire en sorte aussi que, effectivement, nos peuples premiers du Pacifique, que ce soit en Calédonie ou en Polynésie française, bien entendu, ce qui me tient particulièrement à cœur, soit reconnu dans cette Constitution. Je pense que l'État, la France, doit aussi changer son regard sur ce qu'on appelle ces outre-mer et reconnaître qu'il y a bien des peuples premiers qui sont ici. Et ça n'est pas faire offense à la nation, mais faire nation, c'est reconnaître aussi toutes ses composantes. Et je crois que la Polynésie française, le peuple maori, mérite cette reconnaissance. Et justement, sans majorité, comment se faire entendre ? Alors, il faut même plus qu'une majorité, puisqu'il faut les 3/5 du Parlement pour que cette réforme de la Constitution soit votée. Mais si l'opportunité est donnée, et si on ouvre cette opportunité pour la Nouvelle-Calédonie, à nous de nous battre, et j'en fais appel aussi à mes collègues parlementaires, en tout cas je me battrai pour que le peuple polynésien soit cité dans cette Constitution, mais aussi qu'on puisse alléger, améliorer, faciliter ce rapport aux Outre-mer qui, à mon avis, est hérité aujourd'hui du siècle dernier et qu'il faut changer. Et dire ça n'est pas être indépendantiste, c'est être autonomiste. C'est justement continuer de se battre pour que notre identité soit reconnue, mais tout en étant fier d'appartenir à cette République française qui doit aussi évoluer. Merci pour ces premières réponses. Nous allons poursuivre avec la politique locale. Mais avant, je vous propose de réécouter cet extrait d'Edouard Fritsch. Il s'exprimait ici même en novembre dernier. Il faut envisager sérieusement de passer la main. Les résultats des dernières élections en sont une preuve flagrante, mais je sens qu'au niveau de la population, il y a un vrai besoin de renouvellement de la classe politique. Mais ce qu'il faut, c'est être prudent et former ces jeunes. C'est bon, on sait que quelques noms circulent déjà, comme celui de Tepuaro Ithei ou encore Lana Tetuanui. Si nouvelle alliance il y a, est-ce que votre nom pourrait figurer sur la liste ? J'ai été contacté par M. Edouard Fritsch et M. Gaston Floss, donc, que j'ai rencontrés avant les fêtes. Ça m'a fait plaisir de les voir. Il faut savoir de temps en temps aussi faire taire les combats politiques et puis se réunir pour l'essentiel. Et l'essentiel, il est de tirer les leçons des dernières élections. Lorsqu'on additionne les voix dites autonomistes, parce que c'est une facilité de langage, elles sont majoritaires dans notre pays. Et y compris des gens dits autonomistes, qui ne sont pas partisans de la séparation avec la France, ont voté aussi pour Moetai Broderson. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir. Soucieux d'une alternance, effectivement. Alors nous parlerons peut-être aujourd'hui de l'alternance, parce que je pense qu'elle tarde à montrer ce qu'elle avait annoncé. Mais effectivement, je crois qu'il est important qu'on se réunisse, qu'on se parle, et qu'on engage un vrai renouvellement de la classe politique, aussi dans nos rangs. J'ai 49 ans cette année, je ne pense pas faire partie des vieux, mais en même temps, ça fait une vingtaine d'années déjà que je peux participer à l'action publique. D'autres mériteraient aussi certainement d'être mis en avant. Une chose est sûre, c'est ce que j'ai indiqué aux deux présidents qui ont souhaité cette réunion. Il ne faut pas simplement regarder comment est-ce qu'on peut se rassembler. Il faut créer une vraie nouvelle offre politique et regagner la confiance des électeurs. Mais je pense que ça devient urgent quand on voit ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, malheureusement. Justement, quand on parle de nouvelle offre politique, comment parler d'une nouvelle offre politique quand on voit finalement les mêmes personnes ? Est-ce qu'on manque de volontaires ? Je ne sais pas si on manque de volontaires. À nous de susciter aussi les nouvelles vocations. Mais regardez ce que nous disions sur la Constitution. Je pense qu'être autonomiste, ça n'est pas non plus être béni oui-oui. C'est aussi pouvoir faire progresser la reconnaissance des sujets polynésiens, la reconnaissance de ce peuple polynésien, de nos langues, de notre identité particulière au sein de cette République. En même temps, je pense qu'il serait désastreux, hasardeux de vouloir aujourd'hui se séparer de la République française à un moment où des tensions mondiales sont telles qu'au contraire, c'est unis que nous y arriverons mieux. Par contre, à nous de faire en sorte que dans notre pays, avant tout, ce soit le bien-être de nos populations qui soit privilégié avant les égos de certains politiques. Mais après, vous êtes déchiré durant la campagne des territoriales, se retrouver de nouveau ensemble face aux électeurs. Justement, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de décevoir une nouvelle fois les électeurs ? C'est pas simple, effectivement. Mais si on ne le fait pas, qui le fera ? Encore une fois, on ne sait pas comment se formera cette union, qui j'espère ne sera pas qu'une union, mais une nouvelle offre politique. On ne sait pas quelles seront ces listes. Il n'y a pas d'élection là pour l'instant. Mais c'est le moment d'y travailler, c'est le moment de travailler à des propositions, pas simplement pour dire Teva, Edouard et Gaston se reparlent et ils sont contents d'être ensemble, ou avec Tepuarori ou je ne sais qui. Pour préparer mais proposer une alternative. Éventuellement les communales, il y a les européennes qui arrivent aussi, mais surtout proposer une alternative les yeux dans les yeux avec les Polynésiens. C'est ça qu'ils attendent, je crois. Le message a été clair. Il fallait une alternance, certainement, elle a eu lieu,
Maintenant, je crois que tout le monde revient un peu de cette alternance. En tout cas, c'est les commentaires que j'entends. Je ne suis plus que sénateur, entre guillemets, je suis beaucoup à Paris. Mais je suis très inquiet quand je regarde l'évolution économique du pays. Et bien justement, comme vos collègues autonomistes, vous avez jugé vous aussi que le budget du pays était mal ficelé. Aucune mesure pour la protection du pouvoir d'achat, aucune mesure sociale. Une loi fiscale pas incitative. Sur ce dernier point d'ailleurs, les professionnels de l'hôtellerie estiment aussi que la décision de baisser la défiscalisation de 60 à 40% pour la construction d'hôtels ou de pensions de famille dans les îles autres que Tahiti, Orea et Bora Bora est une mauvaise idée. Vous qui avez été ministre de l'économie et des finances, qu'est-ce que cette décision du gouvernement va entraîner selon vous? Je pense que le gouvernement se trompe de cible et de bouc émissaire. Vous savez, quand je suis à Paris, j'étonne beaucoup de monde quand je dis qu'on n'a pas de RSA, on n'a pas de minima sociaux en Polynésie. Je dis, mais comment vous faites? Les Antilles, mes collègues des autres Outre-mer ne savent pas, n'imaginent pas un système sans ces minima sociaux et la solidarité nationale. Je dis parce que nous privilégions le travail. Mais ça veut dire qu'il faut privilégier la création d'activités, l'activité économique pour qu'on puisse donner la dignité à chacun de nos foyers d'avoir un emploi et de faire vivre sa famille, parce que sinon, il n'y a pas d'aide. Et donc, quand c'est ce choix de société qui est fait, il faut tout mettre en œuvre pour que les projets sortent de terre, qu'ils soient publics ou privés. Il faut soutenir l'activité économique. Il ne faut pas distribuer, bien entendu, l'argent public, mais faire en sorte que chaque franc qui est investi puisse en faire d'autres pour que derrière, il y ait de la création d'emplois. C'est ça le modèle de société polynésienne. Avec cette loi, on va droit dans le mur? Elle va à contresens de ce que je viens de dire en tout cas. Alors peut-être que le gouvernement a d'autres idées derrière, ou il veut mettre la Polynésie au RSA, je ne sais pas, ce qui serait un comble d'ailleurs pour un gouvernement indépendantiste. Mais je ne vois pas, si on ne vient pas soutenir l'activité économique, qu'est-ce qu'on peut décemment offrir aux familles polynésiennes demain? J'ai appris que la plupart des projets qui avaient été lancés par le précédent gouvernement ont été arrêtés. Mais c'est une catastrophe économique à venir. Dans les mois qui viennent, lorsque le paquebot va s'arrêter d'avancer, il y aura ce qu'on appelle du dégraissage, ce qu'on appelle des licenciements, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont devoir laisser leurs salariés. Qu'est-ce qu'on va leur offrir derrière? Donc, c'est bien de vouloir faire du changement, de l'incarner, de le décréter, de se mettre en lava-lava et de s'afficher publiquement. Mais qu'est-ce qu'on offre aux Polynésiens, concrètement? Vous savez, avant d'avoir des rêves, il faut nourrir sa population. Et nourrir sa population, c'est soutenir l'activité économique. Peu importe la couleur politique du projet qui a été lancé, menons-les au bout et construisons d'autres projets derrière. En tout cas, je regrette que ce n'est pas ce qui a été choisi par le gouvernement de M. Broderson. Merci beaucoup, Teva Roufridge, de nous avoir accordé Merci de votre accueil ce soir avant la reprise de vos travaux parlementaires la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Le compte à rebours est lancé. Dans 200 jours exactement débuteront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, avec des événements répartis dans 70 collectivités françaises, dont la Polynésie, vous le savez. Et les épreuves de surf ne prendront pas l'eau, bien au contraire. Après de multiples protestations, les associations environnementales et les habitants semblent plus sereins, mais pas moins regardants. Kaline Liénard et Nicolas Suire se sont rendus au PK0 aujourd'hui. Regardez. Depuis la dernière réunion à la mairie de Veirao, les tensions sont vraiment apaisées. Une tour qui avait fait des remous en décembre dernier, à tel point que le président avait suspendu les travaux. Mais en ce mois de janvier, le beau temps est de retour à Te Ahupu'o. Et avec lui, la poursuite du chantier de la marina, qui a pris du retard à cause des intempéries. Si on voit tout ce que le pays et l'État ont investi dans ces infrastructures, je dis simplement ici sur Te Ahupu'o avec la marina, avec la passerelle et maintenant avec la tour, Te Ahupu'o a de la chance. Au PK0, la nouvelle passerelle prend forme sous les regards des habitants de la presqu'île qui oscillent entre approbation et résignation. Veitiare, pour ou contre les Jeux Olympiques? Pour. C'est mondial chez nous, donc oui, je suis pour. Je suis pour donner aux jeunes aussi la possibilité d'évoluer dans ce sens, dans le sport. Il y a eu des associations qui se sont révoltées. Alors ce n'est pas une personne comme moi qu'on va entendre. Hein? Les conseillers municipaux ont rencontré jeudi dernier les représentants du ministère de la Jeunesse. Parmi les questions abordées, celle du barrage filtrant qui sera mis en place devant la mairie. Nous avons donc demandé en tant qu'élus de Te Ahupu'o que la population de Te Ahupu'o puisse circuler librement au sein de Te Ahupu'o durant les JO. Si l'épreuve olympique se tient dans moins de 200 jours, la tour des juges, elle, devra être prête avant pour la compétition de la WSL prévue en mai.
Enfin, cette information sportive, contretemps pour les Tiquitois. Partez de Tahiti vendredi soir pour le Brésil, où ils vont préparer la Coupe du Monde de beach soccer qui aura lieu à Dubaï. Ils ne sont pas encore arrivés. Les vols qu'ils devaient prendre ont été annulés. La faute à un incident survenu vendredi sur un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines. Jean-François Martin, le chef de la délégation, l'a dit à Axel Musinel. Alors, ils sont bien partis vendredi, mais ils ne sont pas arrivés à Rio. Malheureusement, le vol de San Francisco sur Houston et ensuite Houston-Rio a été annulé une première fois samedi et une deuxième fois aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a un incident au niveau d'un avion qui a perdu son fuselage, donc un Boeing 737 en Alaska. Et donc, du coup, l'aviation civile américaine a demandé à vérifier l'ensemble des avions de cette catégorie. Et donc, malheureusement, le vol que les Tiquitois devaient prendre entre San Francisco et Houston, c'est ce type d'appareil qui fait l'objet de vérification. Et effectivement, donc, le vol est annulé une deuxième fois. Les Tiquitois sont à l'aéroport de San Francisco là, actuellement. Ils viennent de m'informer que le vol est annulé. Ça fait des jours en moins de préparation pour la Coupe du Monde, clairement. Quand l'entraînement au Brésil était prévu pour 3 semaines, là maintenant ça va faire 4 jours en moins, donc c'est important. Et après le Brésil, les Tiquitois poursuivront leur préparation en Arabie Saoudite et à Dubaï. La compétition y est prévue du 15 au 25 février. 16 pays participeront à cette Coupe du Monde de beach soccer. Les Polynésiens joueront leur premier match le 15 février face à l'Argentine. L'information principale de cette édition, les 44 sinistrés de Mahaena devraient bénéficier des aides de l'OPH, mais encore faut-il que les démarches administratives soient entamées et que le budget soit dédié. Pour l'heure, aucune certitude sur les délais de livraison. À la une de votre quotidien à Tahiti Info demain, à ce titre, le conflit s'étend au gaz. Cela concerne la grève des hydrocarbures. Dans vos écrans ce soir, la suite de vos séries télévisées américaines, Le Désigné survivant et Scandale. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet